Bonjour, ça va? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Noémie Delattre, je l'ai découverte dans son seul en scène, Féministe pour hommes. Noémie est actrice, autrice et metteuse en scène. Le 2 mars 2022, la maison d'édition Albin Michel a publié son journal « L'histoire de mon cœur et de mon cul ». Noémie Delattre est déterminée, engagée, sans concession, ni pour elle ni pour les autres. Pas dupe du système, encore moins dupe de ses propres contradictions. Lire son journal, c'est doux, brut, drôle et touchant à la fois. Le parcourir au fil des jours, c'est entrer dans la psychologie intime d'une femme à corps et à cœur ouvert. L'autrice nous invite à la suivre dans sa quête d'un équilibre entre l'indépendance, la sécurité affective et les joyeusetés sexuelles. Elle ironise, elle crie, jouit, se leurre, lutte, se juge, rage, pleure. Elle est vivante et vraie. Noémie Delattre m'a accueillie chez elle pour parler plus longuement de son livre. Magnifique présentation, merci beaucoup. Je m'y reconnais en plus, quoi. Enfin, en pimpé, c'est super, merci. Merci Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors, on parle souvent de la notion de femme puissante. Avant d'attaquer sur ton livre, je voulais attaquer par cette notion. Elle s'est popularisée depuis la publication du roman « 3 femmes puissantes » de Marie Ndiaye. Cela a-t-il un sens pour toi de parler d'hommes et de femmes puissantes? Alors, pour moi, on ne peut pas du tout les mettre dans la même case, dans la mesure où les hommes puissants, c'est la base de notre société, c'est ce qui est promu par le patriarcat, et être un homme puissant, c'est de tout temps une chose désirable, enviable et facile. Alors qu'être une femme puissante, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que on voit bien que la société n'est pas faite pour ça, et qu'à chaque fois qu'une femme acquiert une certaine puissance, alors la société entière, de manière plus ou moins sournoise ou avérée, essaie de la déstabiliser. Enfin, la déstabilise. Alors, je dis ça comme, enfin, dans la phrase essaie de la déstabiliser, c'est comme s'il y avait une volonté de la société. Évidemment, non, il n'y a pas, c'est pas une personne qui, mais en revanche, c'est un système qui n'est pas fait pour accepter les femmes puissantes. C'est un système, nous vivons dans une société qui est construite sur la domination des femmes. Tout est construit sur la domination des femmes. C'est-à-dire que les femmes font marcher la société gratuitement. Elles sont donc purement esclavagisées, c'est-à-dire par le travail domestique, sexuel, conjugal, etc. Et elles acceptent d'être moins bien payées, de faire les boulots chiants et pénibles, de s'occuper des gens de manière bénévole, etc. Bref, la société repose sur elles et donc sur leur soumission. Donc la puissance, c'est l'inverse de la soumission. Donc la société n'a pas du tout intérêt à avoir des femmes puissantes. D'abord parce que ça fait compétition aux hommes puissants, qui sont bien contents d'être là où ils sont. Et puis parce que ça fait, ça entame d'autant la manne de main-d'œuvre nécessaire. Donc c'est deux sujets différents. Et donc, pour répondre à ta question, parler d'hommes puissants, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Parler de femmes puissantes, en revanche, oui, ça me passionne. Et d'ailleurs, c'est le thème d'une série de petites vidéos dans mon bain que je suis en train de développer, qui s'appelle Femmes puissantes, où j'invite dans mon bain des femmes puissantes, mais qui pourtant s'auto-censurent elles-mêmes, s'entravent elles-mêmes, tellement elles ont intégré justement les injonctions patriarcales, etc. Et je me mets dans ce lot-là. Ça, c'est sur Instagram. Tu l'as déjà lancé ? Oui, j'ai déjà publié, je crois, 5 ou 6 vidéos. Oui. Et j'en ai tourné 5 ou 6 autres qui ne sont pas encore diffusées. Voilà, sur ce thème-là. Comment une femme en toute puissance va se diminuer à la seconde où elle est en présence d'un homme ou de plusieurs hommes ou juste dans ce monde d'hommes, quoi.
C'est marrant parce que je te suis, donc je les ai vues ces vidéos, mais je n'avais pas fait attention que ça s'intitulait Les femmes puissantes. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être pas écrit aussi clairement que ça, le titre, mais la légende à chaque fois reprend dans la série Femmes puissantes. Parfait. Et à chaque fois je commence mes questions en disant, en faisant le portrait de la femme que j'invite dans mon bain, et on voit toute sa puissance, et en disant, et pourtant tu doutes de ci, et pourtant tu t'empêches de ça, et pourtant tu te diminues de telle manière, etc. etc. C'est marrant parce qu'à t'écouter, tu vois, les hommes puissants, du coup j'ai entendu que c'était un pléonasme. Oui, je trouve. Alors que les femmes puissantes, ça serait quoi alors? Ça serait l'équivalent? Ça serait même presque carrément une oxymore, quoi. Oui. C'est de dire femme puissante, non, c'est pas possible. C'est deux termes qui peuvent pas s'accoler. Enfin, mais je partage d'ailleurs, parce que tu sais, quand Léa Salamé elle a sorti Les femmes puissantes en podcast, même moi, tu vois, je me suis dit, attends, les femmes puissantes, mais de quoi on va parler en fait? C'est quoi le sujet? C'est fou, hein. Et tu vois, à force de les écouter, c'est toutes ces femmes. Alors, il y avait Christine Lagarde, il y a Béatrice Dalle, il y a vraiment tout type de femmes, bon, que des personnalités, mais. Et en fait, j'ai compris que chaque femme allait mettre autre chose derrière, et à chaque fois, effectivement, les femmes disaient, oui, enfin, en même temps, ce mot, je suis pas bien à l'aise, quoi. C'est fou, hein. À suivre. Ouais. Tu poses une question pertinente. Si on parcourt ton livre, page 25. Je cite le passage, il m'a beaucoup touchée. Quel rapport entre l'amour amoureux et l'amour parental? Pourquoi l'un conduirait-il à l'autre? Qu'est-ce qui vous mène de la levrette à la poussette? Alors effectivement, à la lecture de ton journal, j'ai ressenti vraiment ce questionnement. As-tu aujourd'hui, parce que ça fait déjà un petit peu de temps que tu as terminé l'écriture d'un livre, as-tu aujourd'hui une réponse tranchée et définitive d'une sorte d'idéal de compagnonnage homme-femme, ou la question se pose-t-elle autrement? Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, la question se pose autrement, je pense. Globalement, j'essaye d'avoir toujours une pensée en mouvement, donc faite de questions plutôt que de réponses. Et donc, sur ce sujet comme sur les autres, j'essaye de ne pas apporter de réponse, surtout. Mais en tout cas, clairement, parfois le fait de ne pas avoir de réponse aussi, du coup, engramme la question comme un vrai paradoxe, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on se trompe complètement avec cette notion de couple moderne où on imagine que la même personne va pouvoir être un coparent formidable, un amant ou une maîtresse merveilleuse, avec qui on va pouvoir vivre, s'entendre, être intime, mais tout en conservant le désir, sachant que l'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. L'intimité est l'inverse de l'espace. Donc ce sont deux notions qui ne sont pas censées s'accorder. Et je pense qu'on fait vraiment fausse route à essayer de faire tout ça. Et d'ailleurs, c'est une notion, un concept extrêmement récent. Avant, le couple, c'était la famille, c'était le foyer. Et puis après, on allait avoir des histoires d'amour à côté, ailleurs, on baisait ailleurs ou pas d'ailleurs. Mais bon. Mais voilà, je pense que je nous engage vraiment tous et toutes à re-questionner nos désirs un par un, en les séparant. Est-ce que je veux un enfant ou pas? Si oui, est-ce que c'est avec cette personne ou pas? Est-ce que cette personne avec qui je fais un enfant, c'est aussi une personne que je désire? Parce que c'est pas forcément le cas. Quel rapport entre la levrette et la poussette? Enfin, je veux dire, moi, je me souviens très bien d'un ami avec qui on a eu un projet d'enfant, et je trouvais que ça aurait été un coparent formidable. J'aurais adoré élever un enfant avec lui, mais d'abord, il était gay, et puis j'avais aucun désir pour lui. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de lien. Et en revanche, il y a des mecs qui m'ont envoyé au plafond, grimper au rideau, et même pas en rêve, j'aurais mis un enfant entre leurs pattes. Donc, il n'y a pas de rapport entre les deux. Il ne devrait pas y en avoir. Et puis, donc, la parentalité, la sexualité, et puis il y a aussi un troisième volet qui est le quotidien, la vie en commun, la complicité, la confiance, etc. Et qui peut ne se trouver dans aucune de ces deux personnes. Enfin, on peut encore une fois faire la toupie japonaise avec grand plaisir sans avoir aucune relation de confiance. Enfin, quoi que si, il faut quand même avoir un minimum de confiance dans ses partenaires sexuels. Mais enfin bref, t'as compris? Oui. Le principe, quoi. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de lien entre les deux, qu'il ne devrait pas y en avoir, et que c'est notre responsabilité à tous de vraiment se poser cette question-là, quoi. Et que peut-être s'il y en a un, c'est une chance, mais ne pas partir de l'hypothèse Exactement. Que tous ces rôles peuvent se retrouver dans la même personne. Tout à fait, parce qu'effectivement, évidemment que ça arrive. Bien sûr, ça arrive plein de fois. Mais tu as tout à fait raison de ne pas partir de ce principe de base. C'est une chance si ça arrive, mais il ne faut pas parier dessus. Alors, à regarder mon fils qui a déjà bientôt 18 ans, et quand je le vois dans ses relations, il y a une chose que j'ai compris, c'est que versus moi, ce que j'ai vécu, il s'interroge
sur le fait de se dire c'est pas parce qu'on s'est embrassé que ça y est on est en couple. Génial. Donc il y a une communication et c'est dans son entourage c'est aussi comme ça et voilà ils se le disent quoi. Génial. Donc même tu vois cet été il a eu une histoire mais ils se sont dit dès le début que c'était une histoire d'été. J'adore. Tu vois, alors je sais pas si c'est un être exceptionnel avec son clan autour parce que j'ai bien vu aussi que dans sa tribu il fonctionnait comme ça. Bon, je me dis déjà, on a fait quelque chose de nouveau en tous les cas parce que à mon je époque, crois pas que ce soit que lui. J'entends beaucoup. Je rencontre beaucoup de jeunes parce que je vais faire des conférences dans les collèges, les lycées, etc. Donc je discute. Et puis je suis très suivie sur les réseaux sociaux par des jeunes en fait. Aussi. Ouais. Ils sont très jeunes en fait. Et donc j'échange. Enfin, elles, c'est souvent des femmes. Et j'échange beaucoup. Et j'ai vraiment l'impression que cette génération a fait des progrès mais monumentaux justement sur les questions d'orientation sexuelle, sur les questions de conjugalité, sur les questions d'identité de genre, sur toutes ces questions-là où vraiment, d'abord ce sont des questions, alors qu'à notre époque ça n'en était même pas, et que ça fait partie, enfin que c'est sur le tapis quoi, c'est présent, c'est quelque chose dont on parle quoi. Ouais, c'est comme s'ils avaient gardé les ingrédients, mais il y a plus seulement une seule recette. Et c'est génial. Donc exactement. Ils arrivent à en parler. Je trouve ça bon, c'est marrant que tu fasses le même constat. Dans ton journal, ton ami Virgile te dit qu'en tant qu'homme, il a envie de se sentir chevalier qui doit mériter une femme, qu'elle soit inaccessible, dure à avoir. Ce Virginal, il me parle un peu. Il y a des clones autour de moi. Bon, si vous n'êtes pas d'accord en nous écoutant, vous nous le direz en MP ou sur Instagram. Mais prenons une femme. Elles te disent quoi de leurs envies, tes amis ? C'est ça en fait, c'est que malheureusement mes amis me ressemblent, je ressemble à mes amis et on a beau être déconstruite comme on dit aujourd'hui, on a beau rechercher notre épanouissement personnel, la liberté, on a beau être engagé pour notre liberté, on n'en reste pas moins formaté par des années de patriarcat. Et même moi, je continue de me voir comme une princesse, enfin de m'espérer comme une princesse fragile avec un homme plus grand, plus fort, plus riche que moi et qui va me maîtriser. C'est-à-dire que j'ai beau conchier ce stéréotype, ce cliché, il ne reste pas moins que c'est ça qui me fait, c'est ça qui m'excite, c'est ça qui me fait, c'est ça que je désire, c'est ça que je vais rechercher. Et donc c'est pour ça que, comme beaucoup de mes congénères, je galère en amour parce qu'évidemment c'est pas ça qui va me rendre heureuse. C'est ça. Et donc il y a une grande différence entre ce qui va m'attirer et ce qui va me satisfaire. Ça me fait penser à une anecdote. J'étais avec une amie il y a quelques mois et elle me parle de ses dates et elle me dit « Moi, c'est rédhibitoire. Si l'homme ne paye pas l'addition, je le reverrai pas. » Et je lui ai fait la règle des 5 pourquoi, tu sais, pour aller chercher le besoin profond là, qui se tramait derrière ce truc. Et en fait, ce qu'elle a exprimé, c'était j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a du talent. Donc ça se traduit par le fait de payer quelque chose, tu vois. Bon, ça c'est la société occidentale. Hein. Réussite égale argent égale je te paie l'addition. Et derrière, elle me dit mais parce que moi j'en ai pas. Moi je considère que j'ai pas de talent. J'ai pas forcément réussi ma vie. Donc tu vois quand on détricote le sujet. Ça revient à effectivement un sujet de, en tous les cas dans ce cas, hein, je dis pas que c'est général, mais passionnant. Tu vois, d'estime de soi en fait. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, c'est ça aussi qu'on nous a inculqué à nous femmes, c'est que notre valeur est indexée sur le désir que les hommes nous portent. C'est-à-dire que on a de la valeur quand les hommes nous plaisent. Et effectivement, et c'est aussi quand on plaît aux hommes. Et c'est effectivement la raison aussi pour laquelle on s'attache beaucoup plus à leur réussite qu'à la nôtre, parce que on a l'impression qu'on bénéficie de la leur par procuration. Si on est l'objet de leur désir et de leur amour. Si on est la femme de Elon Musk, on est un peu Elon Musk. Si on est la femme de l'homme le plus riche du monde, si on est la femme de l'homme le plus beau du monde, si on est la femme de... Il y a ce truc-là, qui est engrammé au fin fond de nous. J'espère plus pour longtemps. Enfin, j'espère qu'on va réussir à s'en sortir, mais c'est consternant. Alors, tu emploies le mot engrammé. Tu peux nous dire pourquoi tu emploies ce mot et qu'est-ce qu'il signifie ? Ça, en plus, je l'ai employé 2 fois là en très peu de temps, alors que je pense que je l'avais pas employé depuis des années. Pour moi, engrammer, c'est incarné, enfin au sens mis dans la chair, quoi. C'est gravé dans notre chair, gravé dans notre inconscient, dans des endroits c'est programmé. Oui, c'est ça. C'est sur notre disque dur, quoi. C'est un truc qui est gravé dans notre disque dur, et donc c'est super compliqué d'aller le bouger, parce que même si au-dessus on met des couches différentes, même si on a des acquisitions cognitives qui se sont superposées, il y a ce truc
profond qui est qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça. Je dis même plusieurs fois dans mon livre, on a été dressé comme ça. Et c'est super compliqué. Je pense pas que ça soit impossible, quoique j'en sais rien, parce que pour le coup, c'est pas mon métier. Je suis pas neuro. Donc, mais j'espère qu'on peut s'en sortir, qu'on peut déjouer ces trucs-là. Mais c'est sûr que c'est extrêmement compliqué et que je pense que la première étape, c'est d'avoir conscience de ce petit implant qu'on a au fin fond de notre cerveau reptilien et qui nous emmène dans la mauvaise direction, quoi. Moi, c'est vrai qu'à discuter avec mes invités et à m'intéresser au sujet depuis 2-3 ans, suite à quelques déclics, j'ai l'impression que j'ai été un peu dans le coma et je faisais avec, en fait, tu vois, mais j'avais pas identifié. C'est vrai que c'est la première étape. Et c'est vrai ce que tu dis, le côté engrammé, c'est comme si on le portait de génération en génération, qu'on avait aussi tout à fait, inconsciemment, indépendamment de notre éducation. J'ai adoré un autre passage où tu parles de la maternité sous l'angle du chrono. Alors attention, il y a 3 chronos pour Noémie. Le chrono de la fertilité, le chrono de la carrière que l'on doit suspendre et le chrono sur le marché du love, car une femme vieille, évidemment, c'est pas sexy. Alors à te lire, j'ai l'impression que CJ, la grande inégalité homme-femme, as-tu quelques pistes pour résoudre notre équation à 3 chronos ? Non, vraiment j'ai pas de piste du tout parce que pour le coup ça c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est vraiment la conséquence des conséquences. Enfin, ça fait partie des dizaines de micro-conséquences, enfin c'est plus qu'une micro, c'est quand même une grosse conséquence, mais qui viennent du sexisme, enfin qui viennent des grosses inégalités hommes-femmes, voilà. C'est-à-dire que l'inégalité homme-femme de base fait qu'effectivement un homme qui vieillit il est mûr, une femme qui vieillit elle est moche, une femme qui, enfin voilà, il y a tout un tas d'inégalités. D'abord, il y a des inégalités biologiques, voilà, mais s'il n'y avait que ça, ça irait très bien. C'est juste qu'elles sont relayées par tout un tas d'inégalités sociales, voilà, qui nous foutent dedans. Donc, non, j'ai pas de solution pour cette épi-conséquence, quoi. Je pense qu'il faut vraiment voir le problème à la base. Oui, parce que c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu dis, c'est ces 3 chronos différents. Moi, j'avais bien sûr en tête chrono de la fertilité, un peu de la carrière, mais j'avais pas en tête, en plus, l'autre chrono qui est en parallèle de ta vie de femme, en fait. Mais bien sûr. Donc maintenant, j'en ai plus conscience. Je vais avoir un jour 50 ans, je m'en rapproche. Voilà, avant 40 ans, tu prends pas le concept. Alors que tu pourrais, parce qu'en fait, cette inégalité sur le marché du love, je me suis rendu compte qu'elle est indépendante de l'âge. Enfin, elle existe de toute façon. Regarde autour de toi, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans les magazines, enfin les célébrités, ou que ce soit les personnages de fiction, tu verras que, alors j'avance un chiffre au pif, j'ai pas fait d'études, mais je pense pas être très loin du compte en te disant entre 75 et 80% des couples que tu verras, des couples hétéros que tu verras n'importe où, seront totalement déséquilibrés en défaveur de la femme. C'est-à-dire que la femme sera toujours plus belle, plus jeune, plus sympa, plus agréable, parfois plus intelligente, plus cultivée, et surtout, elle fera plus d'efforts. C'est-à-dire que tu verras une nana qui, tu vois, qui s'est sapée ou qui s'est maquillée ou qui fait l'effort d'être polie, d'être gentille, d'être drôle, et un gars avec des cacadieux et des baskets, à moitié chauve, avec une bedaine, qui est même pas forcément ni très malin ni très gentil, et voilà, et le couple roule ma poule, quoi. Et il y a pas et on se pose pas la question. Alors qu'à chaque fois que tu vois l'inverse, tu te dis oh, mais qu'est-ce qu'il lui trouve? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un mec avec une nana qui a l'air moins bien que lui, la question se pose. Dans le sens jamais. Oui, puis on dira peut-être plus facilement d'une femme qu'elle se néglige. Un homme, on le dira moins. Hein. Bah non, jamais. Dis pas trop. Il faut vraiment qu'il soit dégueulasse. Oui, vraiment, il faudrait voir. Là, le niveau. C'est ça, c'est un clodo. Très bas. Sinon, non, bien sûr. Il y a un sujet qui m'a marqué dans la saison 1 de mon podcast, c'est que j'ai interrogé les femmes et j'avais pas une question spécifique sur le corps. Et malgré tout, le sujet revenait tout le temps. Un complexe par rapport au corps. Il y a toujours une partie qui pose problème. Dans ton spectacle, il y a une scène où tu es en plein ébat et tu fais la voix off. Cette scène, elle m'a autant émue que mis les larmes dans les yeux. On écoute l'extrait. Prendre du plaisir et assumer son désir ne sont pas des trucs de catin. Donc vraiment, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on arrête d'apprendre aux jeunes filles comment séduire et qu'on commence à leur apprendre comment jouir. Et oui, parce que moi, à cause de l'autre américaine, la grosse culotte, là, et de son type avec des gnous brodés sur son pull, et de toute leur niaiserie, je vous le dis, hein, moi, pendant des années, j'étais bien incapable de prendre du plaisir parce que j'étais beaucoup trop occupée à plaire.
J'étais beaucoup trop occupée à me demander si c'est normal d'avoir autant de cellulite. J'espère que je suis pas trop grosse. Pourvu que je me sois bien épilée. Imagine, j'ai oublié un poil. Ou pire, une touffe. Ah non, pas dans cette position, ça fait les seins qui pendent. Mais pourquoi il met ses mains sur mes bourrelets? Je sens qu'il est en train de zoomer sur mon gras du cul. J'espère que je me suis bien lavée. Que j'ai bien frotté. Enfin, qu'il n'y a rien qui traîne. Rien qui dépasse. Rien qui sent. Oh, ça fait au moins 2 minutes que j'ai oublié de rentrer mon ventre. J'espère qu'il s'en est pas aperçu. C'était quoi ce bruit? C'était moi? Mais il est où là? J'espère que je crie assez fort, qu'il pense pas que je suis frigide. J'espère que je crie pas trop fort, qu'il pense pas que je suis une traînée. J'espère qu'il est joli mon sexe. Enfin qu'il est normal quoi. Faudrait peut-être que je le fasse vérifier. Et s'il était pas normal? S'il fallait que je fasse une chatoplastie? Non mais il paraît que c'est pas normal de pas avoir l'anus tout blanc. Bah le mien il est carrément pas tout blanc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'arrête? C'est fini? Ah oui, c'est fini. Ah. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et comment on peut s'en sortir? Bah, pour le coup, alors pardon, je me cite moi-même, ça fait un peu, c'est un peu abusé, mais je trouve que je le résume assez bien. C'est qu'en fait, on passe beaucoup trop de temps à essayer de séduire pour être capable de prendre du plaisir. En fait, tu peux pas jouir si tu penses juste à serrer les fesses et à rentrer le ventre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'être dans la séduction une fois qu'on est dans la fornication, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est tellement difficile. Alors pour le coup, les mecs le subissent aussi parfois. Enfin, le subissent aussi, je veux dire, beaucoup moins que les femmes. Mais il y a aussi d'abord cette injonction à bander dur, à bander longtemps, à avoir une grosse bite. Enfin, donc ils ont. Mais c'est ce que j'allais te demander. Pourtant, tu les connais pas les questions, Noémie. J'allais dire. Et si tu nous faisais aujourd'hui la voix off d'un homme pendant ses ébats? Elle dirait quoi, cette voix? Bah, ce qui est con, c'est qu'elle, enfin, tu sais, si je le faisais dans un spectacle et pour que ça soit drôle et que je faisais les deux, donc je ferais cette voix de femme qui se dit 1000 choses et après, je ferais juste la voix du mec qui fait tenir, tu vois. Et c'est une pression énorme. C'est une pression énorme, bien sûr, c'est une pression colossale. Mais de toute façon, je le dis tout le temps, la lutte contre le patriarcat, c'est une lutte qui bénéficie aux hommes autant qu'aux femmes et aux autres. Enfin, je veux dire, c'est une lutte qui bénéficie à tout le monde. Personne, enfin, à part justement les quelques 3% de mâles blancs, cis, hétéros, sans handicap, sans calvitie et sans bedaine, qui peuplent la Terre, le patriarcat ne fait de bien à personne. Et même ces gens-là, je suis sûre qu'ils seraient contents s'ils pouvaient se détendre un peu et pas être assignés à au comportement de leur genre, quoi. Ouais, donc ça bénéficie à personne. Enfin, tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Ouais. Tu relates beaucoup de tes rencontres, des plus courtes aux plus longues, des plus sensuelles aux plus insensibles. Qu'as-tu appris de plus marquant sur ta sexualité, ton rapport à ton corps et à celui de l'autre? C'est vraiment j'ai cette révélation énorme dont je parle dans le livre. C'est le jour où j'ai compris que ça faisait 40 ans que je faisais l'amour avec plein de gens, dans plein de situations, etc., sans jamais, une seule fois, m'être préoccupée de mon plaisir. Jamais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à 40 ans, ou même plus, je sais pas quel âge j'avais, 41, 42, je me suis rendu compte que et puis j'ai en 30 ans de baise, parce que pour le coup j'ai commencé très tôt, je ne m'étais jamais posé la question de mon plaisir. Jamais. C'est-à-dire que je n'étais jamais entrée dans une relation sexuelle en me disant « Ah, cool, je vais jouir. Cool, je vais kiffer. » Non, ça a toujours été « Il faut que je sois performante, il faut que je sois séduisante, il faut que je sois OK, il faut que je lui plaise, il faut que je sois attentive, il faut que je sois... » Enfin, j'étais toujours une petite soldate au garde à vous, là pour satisfaire, quoi. Plaire et satisfaire. Est-ce que ça vient de ton éducation? Je te dis ça parce que effectivement, moi, il y a une des phrases et je pensais que c'était que dans ma famille qu'on la disait, dans mon milieu à moi. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui avaient entendu cette phrase. Moi, on m'a beaucoup dit fais plaisir, sois gentille. Ouais, est-ce que toi, on te l'a dit aussi ça? Et est-ce que ça t'a marqué ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui peuvent aussi expliquer ça, indépendamment du système global? Non, c'est pour ça que je crois pas que ce soit l'éducation personnelle.
Je pense vraiment que c'est le système. Parce que moi, on m'a jamais dit cette phrase-là. Mes parents m'ont jamais dit cette phrase-là. Et pourtant, c'est une phrase que j'ai complètement intégrée. Donc, ça veut dire que la société entière a dû me la dire tous les jours. Parce que soit gentil fait plaisir. J'ai l'impression que j'ai entendu 1000 fois. Et je sais que ni mon père ni ma mère ne m'ont jamais dit ça. Donc non, je pense vraiment que c'est un formatage genré, quoi. Ouais. Et inconscient, qu'on porte. Ouais. C'est marrant parce que si on reste sur le sujet à l'horizontale, je trouve que, sauf exception, j'adore le conte de Macha Explique, mais à part Macha Explique, il y en a sûrement d'autres, mais celui-ci, je le suis, le débat sur les ébats construit autour d'une vision binaire, dominant-dominé. Comment on pourrait parler autrement ? Que ce soit, tu vois, le mec qui est dominant ou la femme qui est dominante, enfin, à la limite, peu importe, mais je trouve qu'on réduit beaucoup la sexualité à dominant-dominé. Est-ce qu'il n'y a pas une autre clé d'entrée qui pourrait nous aider ? Alors, je pense que je suis pas la bonne personne parce que c'est un sujet, c'est hyper intéressant ta question. J'aimerais bien me la poser, mais justement, j'aimerais bien la poser à quelqu'un dont qui s'est penché sur ces questions-là, ce qui est pas mon cas. J'ai pas assez réfléchi pour te faire une réponse intelligente, mais je sais qu'il y a plein de comptes Instagram qui sont très chouettes. Slow Sex, Love Life, qui est super. Pas les camionneuses, j'ai un trou, les 1-1-euses. Chahuteuse, voilà, gang du clito, tout ça. Il y a plein de, même Camille de Je m'en bats le clito qui réfléchit beaucoup sur la sexualité des ados et tout. Enfin, il y a plein de nanas super qui proposent des réflexions vraiment de déconstruction sur une sexualité nouvelle, tu vois, et différente et justement libérée de ces rapports de force. Et voilà, je pense que c'est ces personnes qu'il faut interroger plus que moi. Bah, j'irai. Très bonne idée. Tu es très engagée aussi dans l'écriture inclusive et le fait de correctement genrer notamment les métiers. Dans ton livre, tu cites Eliane Viennot qui a énormément documenté le sujet. Elle dit « La langue française n'est pas née sexiste, elle l'est devenue. » On l'a souvent oublié, je peux te le dire, en discutant avec des hommes notamment. J'ai vu ta vidéo récente sur ces femmes écrivaines qui refusent de mettre un « e » à hauteur et encore moins d'être nommées autrices. Dans Argumentaire soutenu, mais sans les condamner, tu démontres l'absurdité de ce refus. Quand tu leur parles en direct à ces femmes, qu'est-ce qu'elles te disent ? Pourquoi elles ne veulent pas ? Alors le truc de fond qui revient très souvent, c'est vous n'avez pas d'autres combats. Ah oui. Voilà. Alors déjà, je pense que 9 fois sur 10, si tu demandes à la personne qui te dit ça, ah bon, mais toi tu fais quoi comme combat? La personne à part se gratter les couilles ne fait rien, donc déjà ferme ta gueule. Et puis surtout, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, je peux faire de la danse et du ski, aimer les salsifis et le chocolat. Enfin, à quel moment je suis censée être monotache et monomaniaque. Voilà. Et par ailleurs, moi, ma théorie, c'est que c'est le combat primordial. Il n'y a pas de combat plus important. C'est-à-dire que je pense que lutter contre les inégalités salariales d'un côté, les violences gynécologiques d'un autre, le harcèlement dans la rue, le viol, lutter contre tous ces problèmes comme s'ils étaient distincts les uns des autres, c'est comme aller dévisser chaque ampoule dans un immeuble au lieu d'aller au disjoncteur. Voilà. Et je pense que le disjoncteur, parfaite image. Elle est parfaite, tu vois. C'est un système aussi. C'est un système. Le disjoncteur, c'est le sexisme. Si tu déverrouilles le sexisme, alors tu n'as plus des problèmes de machin, tu n'as plus ces problèmes-là. Donc toutes les portes d'entrée sont bonnes. Toutes les ampoules à dévisser seraient bonnes, en fait. Pour dévisser le système. Exactement. Mais surtout, allons à la base. Et tu ne peux pas penser un monde non sexiste avec une langue sexiste. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu ne peux pas penser à un sentiment qui n'existe pas, qui n'a pas de mots. Tu ne peux pas penser à un concept qui n'a pas de mots. Tu ne peux pas penser à un métier tu ne peux pas, en fait. Je comprends même pas que des gens puissent dire le contraire. C'est toutes les études du monde, que ce soit en linguistique, en neuro, tout. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc voilà. Donc ça c'est le premier truc. Et puis après, je crois beaucoup que certaines femmes dont c'est le métier, certaines femmes de pouvoir et non pas des femmes puissantes, c'est pas la même chose, en ont tellement chié pour arriver là, qu'il y a un mélange d'aigreur un peu mesquine, genre c'est bon, moi j'en ai chié pour arriver là, je vais pas faciliter le terrain aux copines derrière, tu vois, il y a un peu de ça. Il y a aussi un mélange du fait que en fait elles ont dû faire tellement de sacrifices et de compromis pour en arriver là qu'elles ont fini par oublier la vérité de qui elles sont, de ce qu'elles veulent et de leur combat, parce qu'elles se sont trop compromises, quoi.
Et aussi, un troisième truc qui est aussi un peu mesquin, qui est je veux pas perdre ma place. Je veux rester adoubée, validée par le pouvoir. Et le pouvoir, c'est les hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes. Donc, si les hommes disent qu'il faut dire auteur sans eux, je vais dire auteur sans eux parce que je veux continuer à pouvoir l'être, quoi. Donc, c'est vraiment, pour moi, de la collaboration, au sens collabo, tu vois, pur et dur. Je rajouterais peut-être un truc parce que il s'avère que j'ai écrit un livre côté professionnel en 2020 et la question s'est posée, tu vois, maître auteur et auteur. Mon co-auteur, qui est un homme, me l'a demandé. Moi, j'y avais même pas pensé, tu vois. Et donc, je dis non, bon, alors mettons un E, tu vois. Et déjà, mettre un E, j'étais pas hyper... et pour être très honnête, avec le recul, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, j'avais l'impression d'être plus valorisée de pas mettre le E, parce que du coup, c'était auteur comme un homme, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois. Exactement. Quand tu es la femme d'Elon Musk. Voilà, bon, c'est intéressant. Mais je te rassure, moi, mon premier livre sorti chez Flammarion, je me suis décrite moi-même comme auteur, sans eux. J'ai créé une adresse mail spéciale pour le boulot, je l'ai appelée Tous féministes. Donc tous, je veux dire, même pire, le fameux bouquin chez Flammarion, le premier, il commence, c'est à tous ceux que ça intéresse. Tu te rends compte ? Donc, il date de 2016, mais 2015 même, je crois. Je l'ai écrit en 2015, ouais. Mais tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avais aucune conscience de ces choses-là. Mais après, c'est de plus en plus, c'est-à-dire comme une fois que tu as déverrouillé le truc, c'est-à-dire maintenant, en fait, ça me heurte l'oreille, mais comme une faute de français. Vraiment. Quand j'entends une femme dire oui, je suis directeur d'agence, tu vois, ça me vraiment, j'ai presque envie de rire, genre, tu vois, comme c'est une coquille, quoi. Ouais, c'est comme, tu sais, moi, c'est les offres d'emploi, tu sais, le recrutement. Tu vois, quand je vois développeur, en fait, vous voulez un développeur, vous voulez pas une développeuse, enfin, comment ça se passe? Mais évidemment. Parce que ça coûte pas plus, c'est pas payé au nombre de mots, l'annonce, en fait. Dingue. Et c'est vrai que maintenant, ça me choque, mais ça ne me choquait pas il y a 5 ans, 10 ans. Là, je viens de recevoir un courrier. Donc, tous les courriers professionnels que je reçois, évidemment, sont masculins, tous. Donc, je suis auteur, je suis metteur en scène, je suis... ça me rend folle. Surtout que c'est que des gens qui me demandent des thunes, quand même. Voilà. Et donc là, je reçois un mail de l'URSSAF pour les artistes auteurs, machin, etc. Et ce mail me dit votre avis compte, on veut savoir ce que vous pensez de nos courriers et de la manière dont on s'adresse à vous. Ça tombe bien. Super, je vais leur répondre pour leur dire ça. Je clique sur le questionnaire et le questionnaire commence par vous êtes auteur, agriculteur, machin, etc. Tout au masculin. Tout au masculin. Donc là, j'ai envoyé un mail, en fait, allez bien vous faire niquer, quoi. Parce que je peux pas répondre à vos questions quand vous vous adresserez à moi. C'est la moitié de l'humanité. Bande de cons. Ça me rend folle. Je vois. Mais c'est un vrai combat. Je te lis l'extrait d'une interview de Victoire Toyon qui est parue l'été 2021 dans le magazine Paulette. Elle parle de l'apprentissage et de la performance du genre. Cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Elle est un petit peu longue, mais elle est intéressante. Les hommes apprennent à faire semblant de ne pas comprendre ce que ressentent les autres, à ne pas s'intéresser aux sentiments. Quand les femmes, elles, apprennent à faire semblant qu'elles n'ont pas de désir propre, qu'elles donnent tout pour les autres et s'accommodent de ces sacrifices. Il n'y a pas d'authenticité relationnelle possible. Dans ton journal, tu es horrifié par le temps que tu passes à décoder ce que les mecs ne disent pas, car ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'il leur faut. Ça, c'est une hypothèse que tu poses. Qu'est-ce que tu as changé chez toi pour faire changer tes interlocuteurs masculins ? En bref, si tu as des bons plans, nous sommes preneuses. Alors déjà, je suis hyper d'accord avec... c'est même pas d'accord. La phrase de Victoire est formidable. Et non, j'ai pas trouvé de solution, donc j'ai arrêté. J'ai juste arrêté d'essayer de décoder ? Ah oui. Mais pour le coup, c'est une victoire. Et ça a changé ma vie. C'est-à-dire que bizarrement, quand tu arrêtes de décoder, la personne en face fait un peu plus d'efforts pour te parler. C'est-à-dire quand tu la regardes comme ça en disant non, je n'ai pas compris, non, je m'en fous, je sais pas, non, je suis pas là parce que tu m'as pas dit, non, en fait, non. Et tu vas pas toi-même, du coup, oui, c'est ça, tu n'essayes plus toi-même de décoder. En fait, tu te mets plus dans la posture de je suis là pour t'aider à te comprendre, en fait. Et je me mets plus non plus dans la posture je suis plus jamais en demande, en fait. Je me mets plus jamais dans une posture de séduction. Tu vois, je fais jamais gaffe à comment je m'habille. Je fais gaffe à comment je m'habille pour mon goût, pour les choses que j'aime, quand j'ai envie de... Mais avant, tu vois, je vérifiais toujours que j'étais sexy. Tu vois, j'étais toujours... C'était quoi les critères de la sexitude ? C'était basique. Est-ce qu'on voit mes nichons ? Est-ce qu'on voit mon cul ? Est-ce qu'on voit... tu vois... non, mais... Est-ce que t'as du rouge aussi ? Ça marchait ? Oui, bien sûr, ce truc-là. En tout cas, je m'habillais pour plaire. Je m'habillais pour... même plus que pour plaire, je m'habillais pour séduire. D'un point de vue, tu vois, sexuel.
Et maintenant, plus du tout. Je m'habille pour mon confort et parfois pour mon kiff. Mais tu vois, quand je mets des chaussures à talons, je me fais plus croire que c'est confortable. C'est juste que ce soir, j'ai envie. Mais je m'assure que cette envie, elle n'est pas dans l'intention de plaire à des hommes, mais qu'elle est juste dans l'intention d'être, tu vois. Mais vraiment, je me pose la question maintenant et je m'assure de ça. Et il m'est arrivé plusieurs fois, quand j'étais pas sûre de la réponse, d'exprès m'habiller dégueu. Non, mais tu vois, pour être sûre que j'allais pas aller à cette soirée et être. En fait, j'essaye vraiment de me concentrer sur mon plaisir. Donc, si je vais à une soirée, d'abord, je vais de moins en moins à des soirées parce que je me rends compte qu'en fait, que c'est souvent quand même très chiant. En fait, si t'es pas en chasse, si t'es pas en chasse, ça devient chiant. C'est pas intéressant les conversations. Tu t'entends rien. En fait, t'es debout, tu piétines. Il y a de la musique trop forte, donc tu ne peux pas discuter. Tu as 3 minutes avec chaque personne puisque ça bouge. Les gens te posent sans cesse la même question. Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Si j'aime des gens, je vais faire un tête-à-tête avec eux. Je vais faire un dîner, un déjeuner. Enfin, tu vois. Mais en fait, une soirée où, alors effectivement, avec un peu de chance, il y aura de la bonne musique et tu vas pouvoir pendant une demi-heure, 1 heure danser. Et parfois, tu tombes sur une personne avec qui tu vas partir dans une conversation d'une demi-heure, mais je t'avoue, non, moi je peux pas, j'entends rien. Moi je peux pas partir dans une conversation d'une demi-heure avec quelqu'un debout quand le bruit est trop fort et en étant interrompu en permanence. Enfin, je peux, mais ça me fait chier. Je préfère 1000 fois avoir cette conversation qui va pas durer une demi-heure, mais 2 heures, assise chez moi avec un bon verre de vin. Donc, en fait, là, je me suis rendu compte que n'étant plus en chasse, le seul plaisir que je pouvais ressortir d'une soirée ou d'un pot ou d'un verre ou d'un machin, le seul, c'était danser. Et donc maintenant, si je ne suis pas certaine qu'il y aura de la bonne musique et un endroit pour danser et que j'aurai pas l'énergie, je n'y vais plus. Mais même quand c'est des anniversaires, des gens que j'aime, peu importe, en fait, j'ai accepté que non, ça n'est pas mon plaisir. Et donc, si tu n'es plus... Alors, tu as dit, depuis que je ne suis plus en chasse, ça veut dire tu n'es plus, en tous les cas, dans ce rapport de séduction à outrance où tu te prépares à la soirée pour être dans ce rapport de séduction. Ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui te séduit ou que tu es séduit par quelqu'un ? Qu'est-ce que ça fait de différent par rapport à avant ? Eh bien, écoute, je ne peux pas te dire parce que bizarrement, ça ne m'est pas arrivé depuis des années. Ça fait je sais pas... s'il y a eu, disons à 1 ou 2 exceptions près, en gros, ça fait 2 ans que je n'ai eu aucun rapport de séduction. Personne ne m'a dit je te plais, tu me plais. Depuis 2 ans. Et toi non plus ? Non. Et je ne sais pas. Je pense que c'est un peu multifactoriel. Je pense que c'est en partie parce qu'effectivement, du coup, ma nouvelle posture me met dans un niveau d'exigence énorme. Parce que, étant donné que je ne suis là que pour mon plaisir et que je ne fais plus aucun effort, etc., ça veut dire que la personne en face, il faut qu'elle me plaise de ouf et que je vais faire aucun compromis. Enfin, tu vois, je vais pas faire d'effort pour ça. Donc, je suis pas la proie facile, je suis pas le petit 4 heures disponible, je suis pas la meuf, tu dis, tiens, je vais la faire 2 secondes, je vais partir avec. Ce que j'ai longtemps été, mais aussi parce que j'aimais bien, j'ai toujours aimé baiser, j'ai toujours aimé avoir ce genre de relation. Bref. Je me place, moi, à un niveau d'exigence pour les mecs et je le suis moi-même, voilà. Donc je pense qu'il y a ça. Et après, je pense aussi que, on parlait, tu vois, on reboucle avec le début de la conversation sur la puissance des femmes. Depuis quelques années, j'ai décidé d'assumer ma puissance et de la développer et de l'épanouir. Et je pense que ça effraie énormément d'hommes qui, à tort ou à raison, ne se sentent pas à la hauteur de cette femme que j'assume être maintenant et donc ne viennent même pas m'entreprendre. Ça, et encore un autre facteur qui est que cette femme que je suis devenue, il y a plein d'hommes à qui elle plaît pas. Il y a plein d'hommes qui ne veulent pas de femme puissante, qui ne veulent pas de cette femme forte, qui ne veulent pas de cette femme qui sera pas à leur disposition. Voilà, il y a plein d'hommes qui ne recherchent pas ça. Et c'est ok. Et en même temps, dans ton journal, j'ai adoré le passage où tu dis, à un moment donné, tu te retrouves célibataire et tu dis, mais je redécouvre tout le temps que j'ai et que je peux passer à faire des choses qui me plaisent à moi. Mais quoi. Ça, c'est en vrai aussi, je pense que l'univers est bien fait. Je rencontre personne parce que je suis pas du tout parce que je suis tellement bien là. Oui, là, t'es investi. Là, je suis heureuse. Écoute, là, je suis vraiment.
alors, je suis pas du tout contre. Enfin, tu vois, si ça se présentait, je pense que j'y serais tout à fait disponible. Mais en revanche, je suis pas du tout dans l'attente de ça. C'est-à-dire que la vie que j'ai aujourd'hui, elle est comblée, mais au sens propre, elle est comblée. Il n'y a pas d'espace vacant. Je m'éclate, je suis hyper heureuse. J'aime mes relations aux gens que je connais pas, au monde, à l'art, à mes amis. Je suis entourée de gens mais formidables, des femmes incroyables. J'adore le rapport que j'ai avec mon enfant. C'est une joie. Enfin, c'est un bonheur de chaque instant. J'adore le rapport que j'ai avec son père aussi. Donc c'est quand même un homme qui est dans ma vie, même si on n'est pas sur un plan amoureux. J'adore ce que je fais, j'adore être seule, j'adore le monde, j'adore regarder le ciel. Enfin, tout va bien, quoi. Est-ce que je peux résumer en disant tu n'es pas en recherche d'une part manquante, mais d'une part entière, comme toi? Mais je suis même pas en recherche. C'est là où j'ai faux. Oui, ouais. Je suis même pas en recherche. Ouais. Je suis éventuellement disponible, tu vois. Mais effectivement, là où tu as tout à fait raison, c'est que c'est pas une part manquante, c'est une part entière. C'est-à-dire que moi, je ne m'amputerai plus jamais d'aucune part de ma personnalité pour laisser la place à quelqu'un. Et j'attends de quelqu'un qui soit comme moi, quoi, plein, entier. Il y a une question, malheureusement encore d'actualité, sur les relations hommes-femmes, le non-consentement. Je trouve que tu en parles très bien. Tu décris un système interdépendant. Tu dis « Un homme peut parfaitement être dupé par l'apparent consentement d'une femme, elle-même dupée par des siècles d'éducation sexiste. » Est-ce que tu peux détailler ? Ouais, ça c'est un truc... Je sens que les gens sont pas prêts à entendre ça. À chaque fois que je parle de ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai l'impression qu'il y a deux discours qui s'opposent. Un discours qui est ah bah d'accord, on peut plus rien faire, moi je prends plus l'ascenseur avec une femme, hein, je veux avoir un procès au cul. Ah bah vous les MeToo, enfin voilà, il y a un discours complètement archaïque, sexiste, bas du casque et con qui consiste à dire que c'est l'enfer, qu'on est en train de perdre le sel des rapports hommes-femmes, que plus rien n'est possible et que c'est horrible et que les femmes en font trop et qu'elles ont des accusatrices folles. Bon, voilà. En gros, les femmes sont des menteuses hystériques. Ça, c'est un discours. Et il y a un autre discours dont je suis beaucoup plus proche, mais qui pour moi, il manque une nuance. Pas une nuance au sens d'un affaiblissement, une nuance au sens, au contraire, de quelque chose en plus, de précision complexe, en plus, de plus complexe, de plus sophistiqué, tout à fait. Et cet autre discours, c'est de dire... les hommes sont responsables. Alors, en fait, je suis d'accord avec ça. En fait, je trouve que c'est trop facile de dire c'est la faute des individus. C'est-à-dire qu'on voit un connard, un ignoble, un machin, etc. On dit ah lui horrible mec, il a violé une nana, viens on le met en prison et nous après on dort tranquille, c'est bon, il est en prison, tout va bien. Sauf qu'en fait non. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tous les hommes sont en partie responsables de ça, dans la mesure où d'abord ils n'interviennent pas. Parce que si les hommes intervenaient, si à chaque fois qu'un mec siffle une meuf dans la rue, il se prenait une claque, en 3 jours c'est terminé en fait. En 3 jours il n'y a plus de harcèlement dans le monde. Et les hommes, et si les hommes et les femmes même aussi. Non mais là je te parle des hommes, parce que juste ça, enfin tu vois, parce que c'est quand même, enfin pardon, mais moi en tant que blanche, j'estime que c'est mon devoir, plus que les personnes non blanches, de lutter contre le racisme. Je m'estime co-responsable du racisme en tant que je bénéficie de ces privilèges de blanc. Donc je suis désolée. C'est la classe des hommes qui est responsable à 98% des agressions sur les femmes. C'est aux hommes de s'en sentir responsables avant nous, quoi. Enfin, tu vois. Je comprends. Et puis en plus on parle de force physique, etc. Je te dis, si à chaque fois qu'un homme siffle, il se prend une claque du gars qui passe à côté, en 3 jours c'est terminé. C'est clair. Donc il faut pas nier ça. Mais surtout l'idée c'est que c'est vraiment un système, c'est-à-dire que nous avons été comme je te dis, moi j'ai passé 30 ans à faire du sexe sans me préoccuper de mon plaisir. Aujourd'hui, en fait, il y a plein de mecs que je pourrais mettre en tôle. Et ça serait dégueulasse parce qu'en fait, je leur ai menti. Mais je leur ai menti en me mentant à moi-même. Je pensais vraiment que j'adorais me faire... je pensais vraiment qu'à 15 ans, j'adorais coucher avec ce mec de 35 ans qui m'attrapait par les cheveux et qui me traitait de salope en me mettant des claques sur les fesses. Je le pensais vraiment. Sauf que bien sûr que non. Et que ça m'a traumatisée et que ça m'a... Donc, c'est l'idée que c'est...
je reviens toujours même, c'est le système. Nous vivons dans un système qui produit la culture du viol, qui produit l'agression des femmes, qui produit la soumission, la domination des femmes par les hommes. Et c'est ce système qu'on doit traquer partout. Et donc, c'est ce système qui, à la fois, nous rend tous et toutes absolument responsables. Tous et toutes, c'est pas une pauvre victime et un horrible connard. C'est tous et toutes, nous sommes responsables de ça. Et à la fois, à l'inverse, qui, je trouve, devrait nous déresponsabiliser, enfin, pas déresponsabiliser, mais déculpabiliser les hommes. C'est-à-dire que quand, effectivement, cet homme a pas compris qu'elle avait dit non et est allé trop loin, elle peut dire vrai en disant il est allé trop loin, j'ai souffert, j'ai été violée, et elle doit être entendue en tant que victime d'avoir été violée ou agressée sexuellement. Mais lui doit aussi être entendu en tant que je n'avais pas vu, je n'avais pas compris pour de vrai. Ça fait 20 siècles que c'est autrement. J'ai été élevée comme ça, elle a été élevée comme ça. Elle m'a pas donné des... Enfin, on doit pouvoir entendre ça aussi. Je trouve que c'est vraiment important. Et qu'on ne pourra pas d'ailleurs régler vraiment les problèmes et en parler si on coupe cette parole-là. Il y a un roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur le sujet, et ça a été un film après, Les choses humaines. Ah, j'en ai entendu parler. Oui, je l'ai pas lu, mais on m'en a entendu parler. Ouais, il est assez. Attends, c'est Attal qui en a fait un film. Oui, enfin derrière. Alors je sais pas si c'est lui le réalisateur, mais je le redirai. Mais c'est. Mais voilà, c'est l'histoire d'un procès justement autour d'un garçon et d'une fille. Donc la fille considère qu'elle s'est fait violer. Le garçon considère que non. En même temps, elle a jamais dit vraiment non, mais on voit toute la complexité en fait. Ouais, c'est ça. Génial. Tu rentres vraiment dans la psychologie, faut tu vois, et tu rentres aussi dans la psychologie de la société autour. Hein. Bien sûr. Des parents, des journalistes, du juge et des jurés. C'est passionnant. La page 169, c'est ma page préférée de ton journal. C'est celle du 21 avril 2021. Tu parles de la pression viriliste qui dessert autant les femmes que les hommes. Et là, tu nous parles de plusieurs récits. Quel récit doit-on déconstruire là tout de suite maintenant pour se retrouver? Tu parles du fameux récit, la petite graine, tu vois, le spermatozoïde vaillant. Est-ce que tu peux nous en reparler? Parce que ça aussi, pour moi, ça a été une révélation il y a 2 ans, et je crois que c'était dans Les couilles sur la table de Victor Tuaillon, ou dans son livre, parce qu'elle en a fait un livre. En fait, je découvre à ce moment-là que ah oui, donc moi je croyais que l'ovule, elle attendait passivement et que le spermatozoïde, il se pressait et c'était le meilleur. Et en fait, non. Elle t'explique, elle dit non. Il y a une... alors, moi j'ai appelé ça une colle, je sais pas si elle dit vraiment, mais il y a une substance qui est émise par l'ovule, une substance qui est émise par le spermatozoïde, et les deux se choisissent mutuellement. Et c'est ce que tu nous racontes aussi dans tout à fait. Alors moi, j'avais même compris que c'était même pas un choix mutuel, c'est que les spermatozoïdes accouraient effectivement à l'ovule et ensuite restaient là, et que c'était l'ovule qui choisissait en fait le spermatozoïde génétiquement le plus compatible en l'absorbant, quoi. Mais donc effectivement cette mythologie, c'est-à-dire qu'à toutes les étapes de la procréation, on nous raconte depuis des siècles une mythologie où c'est l'homme qui est actif, l'homme qui prend, qui pénètre, qui agit, qui est un preux chevalier, et la femme qui est une espèce de truc passif, etc. Or, effectivement, donc que ce soit au niveau des gamètes comme au niveau du coït, parce qu'on dit toujours, enfin tu vois, tout le champ lexical, c'est on prend une femme, on la possède, on la met, on la monte, on la démonte, on l'entube, on la baise, enfin merci. Alors que c'est l'exemple que je donne avec mon bras, avec la circlusion, quoi. C'est-à-dire que si tu enserres ton bras gauche avec ta main droite, par exemple, et que tu regardes, tu te dis pas que ton bras pénètre ta main. Non, c'est ta main qui enserre ton bras, qui circule. Il y a un mot qui s'appelle la circlusion. Et d'ailleurs, en fait, on le sait, nous, en tant que femmes. Parce que si on joue bien sur notre périnée, évidemment, c'est même peut-être que nous qui décidons du moment où on a envie que l'homme jouisse. Mais évidemment. Je fais un scoop là ou pas? Non, mais tu vois, mais on le dit pas assez, ça, en fait. Alors, parce que nous aussi, on ne connaît pas la fonction potentielle de notre périnée. Enfin, à part une fois, quand on nous a dit, après l'accouchement, il faut rééduquer ton périnée. Là, c'est la première fois que tu entends parler du mot périnée. Enfin, moi, me concernant, je dis, ah bon, périnée, qu'est-ce que c'est? Et voilà, et c'est seulement après, tu dis, ah oui, mais attends, ce truc, il peut se contracter. Mais en fait, si tu arrives vraiment à te connecter. Donc là, c'est le pilate, plein de choses comme ça qui, aujourd'hui, nous permettent de reprendre conscience de ça. Tout à fait. Non, mais évidemment. Et d'où le terme, effectivement, de circlusion. Circlure. Ouais. Parce qu'en fait, on est pénétré autant que nous circluons
Ouais, alors je sais pas si. Oui, ouais, si on circuluant, dit je pense. circulant. Ouais. Oui, mais tout à fait. Le sexe de l'homme. Ou en tout cas, c'est parfois l'un, parfois l'autre. Enfin, moi, il y a j'ai des souvenirs de débats où très clairement, effectivement, j'ai été pénétrée, et des souvenirs de débats où très clairement, j'ai circulé, j'ai agi, j'ai pris, j'ai englobé, j'ai. Bien sûr. Ouais. Le 20 mai 2021, dans ton journal, tu t'avoues que tu as du mal avec la nuance. Mais finalement, t'es comme tout le monde, on a un cerveau, un problème a forcément une cause unique. Et là, tu reconnais ce jour-là que les dossiers s'empilent sur ces sujets d'hommes-femmes. Le dossier du patriarcat, le dossier du vécu de l'homme que tu as en face de toi à un moment donné, le dossier le tien et ton évolution propre, et le dossier de tes problématiques personnelles. Dans quel environnement familial es-tu né et quel impact a-t-il aujourd'hui sur qui tu es devenu aujourd'hui ? Bah, alors ça, c'est une question un peu piège parce que j'ai vraiment eu j'ai un parcours très atypique. Voilà, j'ai un parcours très atypique. Oui. J'ai une maman qui était folle. J'ai été élevée par des voisins, puis par ma grand-mère, puis j'étais mise en pension à 7 ans. J'ai un papa qui était sur un autre continent, qui me vouvoyait. J'ai eu des demi-frères, des demi-sœurs. J'étais trimballée. Enfin bon, et puis surtout une mère folle, quoi. Une mère folle, très 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 virile. Chef d'entreprise, conduisant des voitures de sport avec des gants de conduite, les cheveux courts, machin, tout ça, mais tout en étant complètement soumise et amoureuse, transie. Enfin, donc j'ai eu des modèles extrêmement contradictoires, nombreux. J'ai eu des grosses lacunes affectives, et j'ai eu tout un tas de traumatismes en fait sur lesquels je suis en train de travailler. Et certains qui ont été à l'origine de certaines de mes réflexions, et d'autres, au contraire, que j'ai découvert sur le tard grâce à mes réflexions. C'est vraiment aller dans les deux sens, et c'était aussi d'ailleurs l'objet de ce livre, c'est de faire un double parcours d'une introspection intime et d'une introspection sociale, politique, d'une analyse de la... T'as bien effectivement mélangé les deux en même temps. Merci Noémie. Avant de finir, j'ai un cadeau à te remettre. Ah. Donc, je le sors. Je te laisse l'ouvrir. Merci. Je te tiens le micro. Je sens que ça va me plaire. Attends, je chausse mes lunettes. Est-ce que tu l'as ? Non. Ah, tant mieux déjà. Est-ce que tu vois à quoi ça fait référence ou pas ? En fait, il y a eu une exposition de l'amour au Palais de la Découverte en 2020. Ils en ont fait un livre et ça parle de l'amour. Ce que dit très bien le livre, tu vois, c'est que en français, on n'a qu'un mot pour dire amour, alors qu'en fait, on l'a vu, ça représente plein de choses. Sûr. Et en fait, ça repart de la définition grecque, parce qu'il y a 4 mots en fait pour dire amour en grec. J'en parlais hier, je te jure. C'est vrai ? Hier, j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore postée. Ah oui. C'est incroyable. Oui. Dingue. Et donc tu vois, donc pour les auditeurs et auditrices, t'as évidemment le côté passionnel, t'as l'amour familial, t'as l'amitié, et évidemment il m'en manque un. Je leur dirai après. T'as dit quoi ? Alors attends, donc il y a 4 façons. Il y a l'admiration. Oui, c'est ça, il y a l'admiration. La passion, l'amitié, l'amour. Ouais, la passion, l'amitié, la famille et le lien désintéressé. Tu aimes quelqu'un, mais c'est désintéressé. Ouais. Voilà, c'est ça les 4. Et donc ça, c'est un livre qui donne la parole en fait à des scientifiques. Alors c'est des anthropologues, c'est des neurobiologistes. Magnifique. Voilà. Et en plus, il y a plein de dessins dedans. C'est un cadeau magnifique. Le livre est sublime, le sujet me passionne. J'ai envie de m'y mettre tout de suite. Vraiment, merci infiniment. Merci à toi, Noémie, et je te souhaite plein d'amour autour de toi, sous toutes les formes. Toi aussi. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.